Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de MMA Time. Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui on va revenir sur ce week-end complètement fou de l'UFC 196 et puis sur la conférence de presse Unstoppable avec tous les futurs événements à venir qui a eu lieu vendredi si j'ai pas de bêtises. Absolument, ouais. Semaine complètement épuisante avec les conférences de presse, les pesées, la conférence Unstoppable, les combats, donc beaucoup de choses à dire. Et pour une fois, les combats sont à la hauteur de toute la hype, de tous les événements qui ont précédé durant la semaine. On a eu des combats extraordinaires, notamment les deux main events. Donc c'est vraiment pas mal, on va pouvoir débriefer ça en profondeur et profiter de ce moment qu'on va passer avec vous. Alors, avant toute chose, pour que ce soit bien clair, effectivement, je suis un supporter de Conor McGregor. Félicitations à Nate Diaz, c'est exceptionnel ce qu'il a fait et je serai totalement impartial dans mon analyse et j'espère que vous le verrez, mais comme on sait que je dis souvent que je l'aime beaucoup, voilà, je vais quand même être dur vis-à-vis de lui et je dirais ce qu'il y a à dire quand il y a des bonnes choses aussi. Des bonnes choses et des mauvaises, absolument. Alors vas-y, écoute, je te laisse. Alors on voulait présenter en premier lieu la partie 1 qui est forcément le main event, l'UFC 196. On va débriefer comme d'habitude les combats les uns après les autres, dans l'ordre d'importance. On va commencer par celui de Conor face à Nate, ensuite il y aura Holly contre Misha, et puis ensuite on ira par ordre d'importance avec les combats qui restent dans la carte. La deuxième partie, on vous l'a déjà dit, c'est Unstoppable, on en parlera tout à l'heure. Et puis à la fin, il y aura toute une petite série de news comme à notre habitude. On terminera là-dessus. Et on verra aussi qui a remporté les pronostics cette semaine. J'ai bon espoir d'avoir tiré mon épingle du jeu. On verra bien ce que ça donnera. Donc je te laisse commencer sur la première partie. L'UFC 196, Conor McGregor, Nate Diaz. Je vais juste commencer avec une petite histoire pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé pour Conor McGregor. Dans la mythologie grecque, il y a l'histoire d'Icare. Il était enfermé dans un labyrinthe avec son père par une reine. Et pour s'échapper, son père, qui était un architecte, lui a fait des ailes en cire. Et il pouvait ni s'échapper par la mer ni par la terre. Et donc il a volé en direction du soleil. Il a volé trop proche, les ailes ont fondu, il est tombé dans la mer, il en est mort. Et dans la mythologie grecque, c'est une parabole pour dire que la condition humaine veut toujours aller plus loin et ne pas faire face à sa propre condition de mortel. Étant admiratif du travail de Conor McGregor jusqu'à maintenant, et d'autant plus avec José Aldo, ce qu'il avait fait à l'UFC 194, si je dis pas de bêtises, un KO en 16 secondes face à un champion de 10 ans, après avoir battu Chad Mendes en short notice de la même manière. On le croyait tous surhumain. Quand j'ai dit qu'Anderson Silva n'est pas le plus grand de ce sport, je ne pensais pas que Conor McGregor était le plus grand de ce sport. Je pense que c'est John Jones, le plus grand de ce sport en termes de combattants. Mais effectivement, il y avait une image chez Conor de quelqu'un d'indestructible. Son entraîneur a fait un message, un tweet, John Kavanagh, qui résume très très bien la situation. C'est toujours essayer, de temps en temps échouer, recommencer à nouveau, réessayer à nouveau, rééchouer et échouer d'une meilleure manière. Et Conor s'est comporté comme un champion dans la victoire quand il le dit qu'il avait la victoire humble face à José Aldo, ce qui était vrai. Et il faut avoir aussi la défaite humble. Il a été en conférence de presse au contraire de Ronda Rousey. Humainement, je trouve qu'il n'en ressort que grandi sur le personnage. Je pense que justement, ça casse la hype autour de lui, l'image qu'on en avait de personnes qui allaient toujours tenir ses prédictions et qui étaient imbattables, ça c'est sûr. Maintenant, c'est le propre des grands champions de se relever. Il est toujours champion en 145. Il est comme Ali a été battu, Tyson a été battu. Et on se souvient tous d'eux comme des champions. C'est ça la vie, c'est tomber KO, se relever et voir de quelle manière on revient. On a déjà quelqu'un qui est champion, on ne lui enlèvera pas son titre, il le restera. Est-ce que ce sera un grand champion ? C'est lui qui nous apportera les réponses, mais vu le caractère, vu ce qu'il a pu dire en conférence de presse et sa manière d'avoir très mal digéré la défaite face à Duffy par soumission, avant sa série d'invincibilité là, on peut espérer qu'il revienne fort, qu'il revienne dur, mais en tout cas il nous a prouvé une chose, on en discutait dans notre interview avec Luc Thomas, il y a
finalement, c'est pas possible de faire le grand écart entre les divisions. Elles existent pour une raison. La taille et le poids jouent à un moment donné. Absolument. Ouais. C'est là où je voulais en venir, c'était ma conclusion. Mais avant même d'aborder le cas de Connor et l'écart de division, l'écart de poids, tout ce qui a pu s'en suivre, je voulais vraiment saluer la performance de Nate Diaz. Exceptionnel de bout en bout. Une persévérance, un courage, une maîtrise technique. Quand il disait en conférence de presse au préalable qu'il s'entraînait quotidiennement avec les meilleurs strikers, avec les meilleurs grappleurs, avec les meilleurs lutteurs, moi personnellement c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai vu ce qu'il avait dit en conférence de presse se produire durant le combat. J'ai vu un striker exceptionnel, un boxeur exceptionnel, parce qu'il a pas un jeu de jambes, un jeu de coups de pied flamboyant. Il a un très beau jeu de jambes, mais il a pas des coups de pied flamboyants. Il a une boxe exceptionnelle. Il a un grappling et un jiu-jitsu magnifique. Il a d'ailleurs gagné là-dessus. Mais ça, c'est connu. Hein. Lui et son frère sont très connus pour ça. Les transitions parfaites. Et puis dans l'ensemble, son cardio, son menton, la manière dont il a résisté au coup de Connor, cette solidité, cette volonté d'aller toujours de l'avant, de pas reculer. Vraiment, j'ai vraiment envie de saluer la performance de Nate. Avant même d'aborder le cas Connor, parce que c'est un cas qui est quasiment interminable. On va pouvoir en parler des heures. Mais Nate m'a impressionné, je pensais pas qu'il était capable de cela, et il a réussi, il a fait la performance d'une vie, il a changé le cours de sa vie, de son histoire, il n'est plus le petit frère de Nick Diaz, désormais c'est Nate Diaz en grandes lettres, et voilà, moi je veux le féliciter, le saluer, je le voyais pas du tout gagner, il l'a fait, et maintenant, toutes les portes lui sont ouvertes, hein. Il y en a qui parlent d'un combat pour le titre face à RDA, en 155, il y en a qui parlent d'un super fight en 170, il y en a qui parlent d'une revanche avec Connor. Toutes les hypothèses sont bonnes, toutes les hypothèses sont sur la table pour lui. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors maintenant, du côté de Connor... Il y a une chose à dire encore quand même du côté de Nate Diaz, c'est qu'à la différence de Conor McGregor, c'est lui qui a eu le game plan parfait. Il l'a dit, je savais que dans le premier round, j'allais pas être bon, il fallait pas que je me vide de mon énergie, il fallait que j'aie en garde sous le pied. Il a encaissé des bombes, parce qu'il faut le dire clairement, Conor McGregor l'a bombardé à la tête. Et il savait qu'il allait monter de régime dans le deuxième et s'il y avait éventuellement un troisième round. Donc il s'est dit voilà, il faut que j'en garde un peu sous le pied. Lui a eu un très bon game plan, une très bonne stratégie. Connor, lui, a eu un gros problème de stratégie. Ouais, on en parlera un peu plus longuement de l'aspect technique. Pour ce qui est de Connor, donc avant d'en parler de l'aspect technique, c'est vraiment, comme tu l'as dit très justement, le problème de catégorie de poids. Peut-être un petit peu présomptueux, peut-être un petit peu insolent, peut-être même pas tellement Nate. Je pense qu'il a sous-estimé ou l'a surestimé ses capacités plus exactement. C'est pas anodin de passer d'une catégorie de poids de 145 livres à 170 livres. Il y a 2 catégories de poids d'écart. Donc on affronte habituellement des fighters qui font entre 1m68 et 1m75 à tout casser. Vraiment, c'est rare que... 66 kilos. Exactement, 66 kilos, c'est rare qu'il dépasse le 1m75. Je crois que Connor est l'un des plus grands featherweights, l'un des plus grands poids plumes à 145. À des gens qui, pour faire le poids à 170, perdent énormément, mais sont donc massifs naturellement. Ce sont des Robbie Lawler, des Carlos Condit, des Rory McDonald, on l'avait des dit, Steven Thompson, des Johnny Hendricks. Ce sont des monstres. Moi, je l'avais déjà dit. Ce sont des machines. Pour moi, et je parle même pas de GSP. Avant même la défaite contre Connor, je l'avais dit, je peux le voir face à Lawler parce qu'à la limite, Lawler n'est pas si grand que ça, il est un peu lent et Connor peut circuler. Et Connor n'a absolument pas circulé face à Nate, mais je le vois pas du tout face à Thompson, face à Condit, face à Rory McDonald. Toi aussi, t'étais d'accord. Et je suis absolument d'accord. Donc là, on a vu l'écart et paradoxalement, c'est face à Nate Diaz qui n'a pas été un welterweight, qui n'a pas été à 170 depuis plusieurs années, qui est habituellement un lightweight à 155 et qui a réussi une performance exceptionnelle à 170. Donc s'il n'est pas capable, Connor, de battre un combattant comme Nate Diaz à 170, qui n'a pas été un welterweight depuis des années, qu'est-ce qu'il va faire face au monstre que je viens de citer ? Il a absolument pas été capable. Il a absolument aucune chance face à ces mecs-là. Nate a été très fort, comme tu l'as dit, et Connor a eu des vrais failles dans son... Ah oui, après, c'est une autre approche, effectivement. Donc, s'il avait abordé le combat autrement, il pouvait le garder, il pouvait le gagner. Il pouvait peut-être le gagner. Nate était à sa portée. Je pense que ce combat, en tout cas, nous a prouvé que les autres de cette catégorie ne seront pas à sa portée. Et il faut dire quelque chose et mettre à son crédit, c'est que il part comme un champion en conférence de presse. Très digne. D'une très grande dignité, d'une très grande lucidité dans l'analyse, dans les propos qu'il tient, très, très classe. Il aurait pu se cacher comme Verdum avait refusé le combat face à Miocic et l'a décalé. José Aldo,
On voit tous les grands perdants ces derniers temps qui avaient perdu leur courage revenir à grandes enjambées. José Aldo, on lui a proposé un petit combat, il l'a refusé là. Directement, il a fait un tweet très insultant à l'égard de Conor la veille. Et aujourd'hui, il a remis une couche en disant qu'il était connu pour ne pas avoir de gauche, sa main c'était une savonnette et que même un enfant, s'il connectait bien la droite, pour vous dire tout, s'il connectait bien la droite sur le menton, un enfant pourrait mettre KO un adulte. José Aldo, tu as été mis KO en 13 secondes. Et tu as refusé de revenir en short notice. Il a perdu une Faire le occasion fou de se taire, ouais. sur des réseaux sociaux, comme tu le fais en ce moment, pour revenir à l'UFC 200, tu as le droit. Tu es en train de perdre toute crédibilité. Encore une fois, comme Anderson Silva, il faut savoir se taire. Ronda Rousey, exactement pareil. Se met à pleurer, parle de suicide, veut pas aller faire des émissions télé. Si Holly Holm gagnait ce combat-là, alors pour expliquer aux gens, Dana White lui envoie pendant le combat un texto lui demandant si elle regarde. Elle dit que non, il lui dit bah écoute, Miesha Tate vient de gagner par soumission et étranglement. Ce à quoi répond Ronda, il est temps de retourner travailler. Donc tous les journalistes spécialisés et Dana White se disent que peut-être le retour va être anticipé avant octobre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va affronter Miesha Tate. Ce ne sera pas Holly Holm, il n'y aura pas de rematch. Ça va être directement Ronda Rousey contre Miesha Tate. Donc, Ronda, c'est facile de faire aussi la folle quand tu dis que tu as battu 2 fois Miesha Tate, parce que tu as confiance en toi. Je suis pas sûr que tu serais revenu avec le même empressement si c'était Holly Holm. Donc, à l'image d'Aldo, elle a peut-être perdu une occasion de se taire aussi. Exactement. Enfin, c'est pas elle qui a perdu une occasion de se taire là pour le coup, malheureusement, parce que c'est Dana White qui le dit. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir des fois un peu se tenir entre guillemets et après, Conor c'est le l'a jeu. Conor, c'est une bouche, donc il peut pas se plaindre qu'Aldo entre dans ce jeu, qu'il tweet et tout. Non, Aldo, c'est pas se faire charrier, il peut se faire charrier, il y a pas de souci, mais que de la part d'Aldo, quand t'as refusé un short notice et que tu t'es fait mettre KO en 13 secondes, que ton argument principal c'est de te dire que ta main c'est une savonnette et qu'il a pas de puissance, c'est à ce niveau-là surtout qu'il aurait dû se taire. t'es complètement erroné puisque de toute C'est façon. plutôt sur ce qu'il a dit que sur le fait de parler. Oui, c'est ce que moi je reproche pas le Parce fait que le de trash parler. talking, c'est voilà, qu'on Non, gagne, qu'on ça, perde, on c'est un l'a sport dans lequel tout le monde gagne, dans lequel dit, tout le monde perd. Personne n'est invincible. Il y a rien de plus Peut-être drôle. John Jones, on verra, mais tout le monde peut perdre, donc là-dessus, Aldo peut parler, mais ce qu'il a dit, effectivement, ça n'a pas de sens. Il y a rien, Enfin, après ce qu'il a il y a pris rien de à plus drôle que 194. le trash talking de Conor sur la chaîne économique, c'était CNBC, où il dit à Nate va me chercher mon café, là on va parler gros chiffres, c'est pas pour toi. Et c'est super insultant pour Nate, mais c'était très drôle. Sauf que à la pesée, on voit que ça en vient quasiment en main. Jack Shields monte pour se bagarrer avec Sur le Conor. podium. À la fin, ils étaient en soirée avec John Kavanagh et Jack Shields. Ils ont posté une photo ensemble où ils rigolent et ils disent voilà, trash talking et après le respect, c'est ça les arts martiaux. Effectivement, c'est ça les arts martiaux. Vous pouvez vous chauffer, vous pouvez vous charrier. Je ne reproche pas à José Aldo de vouloir trash talker Conor. J'accepte totalement que tu puisses te faire charrier dans ta défaite. Je dis juste qu'il y a certains arguments que tu peux pas soulever. Tu peux pas prétendre être un grand quand t'es tombé au bout de 13 secondes et dire à ton adversaire que tu n'as pas de puissance. Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. C'est sur le fond du propos. Maintenant, on peut essayer de revenir un petit peu plus sur l'aspect technique du combat. Je sais que toi, il y avait vraiment beaucoup de choses que tu voulais dire dessus. Tu parlais de game plan tout à l'heure. Tu disais que Conor n'avait pas le bon game plan. A contrario, Nate a vraiment exécuté un plan de jeu parfait. Ce que je veux souligner, je vais quand même commencer comme tout à l'heure par le côté positif. C'est d'abord la préparation physique de Nate, entre guillemets, globale. Donc c'est un vrai professionnel. On a tendance à penser que les frères Diaz, avec leurs histoires de fumer des joints, d'aimer la marijuana, etc., de se dire que ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des athlètes de haut niveau. Ce sont des athlètes de haut niveau exceptionnels. D'un point de vue du cardio, de l'endurance, de l'entretien, parce qu'ils sont pas d'aspect très musculeux, ils ont pas des muscles saillants, ils ont pas des gros pecs, des gros bras et tout, donc on a l'impression que c'est pas des sportifs, c'est des mecs de la vie de tous les jours. Mais ils sont exceptionnels. Nate Diaz, il le disait très récemment dans une interview, dans un de mes mauvais jours, quand je n'ai rien à faire, aucun combat en vue, c'est 2 heures d'entraînement. Il a dit ça c'est un mauvais jour pour moi, c'est un jour, voilà. Il a dit que j'ai pas de hobby en fait, il fait rien d'autre. Il fait rien d'autre de sa vie que ça. Et là il était en train de préparer un triathlon, donc il faut y aller. Il était en train de préparer un triathlon, il était en plein dedans. Donc on ne prendra jamais à défaut l'un des frères Diaz au niveau du cardio, au niveau de l'endurance. Ça c'est le premier point que je veux souligner. C'est pas totalement technique, mais si c'est technique, parce que de savoir entretenir son corps, de savoir faire les bons choix d'un point de vue physique, d'un point de vue diététique, c'est très important, c'est du professionnalisme. Et ça, c'est tout à l'honneur de Nate Diaz. Ensuite, son plan de jeu en tant que tel,
il a joué sur ses armes. Il a joué sur son avantage de taille, sur son allonge supérieure. Au niveau de ses mains, d'utilisation de ses mains, parfait. C'était vraiment parfait ce qu'il a fait. Il a amené Conor, boxing range, bam, je le touche, 2-3 combinaisons, je ressors. Conor était toujours un petit peu court. Il encaissait, et ça aussi c'est savoir se connaître, il encaissait la puissance, tu parlais de bombe, la puissance des droites de Conor, qui en a mis, hein. Il y en a eu 2-3, alors il était ouvert de partout, il saignait. Il encaissait avec brio, il a pas du tout flanché, il a pas du tout fléchi. Et ça lui a permis ensuite, sur la transition, quand il a vu vraiment qu'il avait touché Conor, alors là c'était de la précision pure, c'était chirurgical. Faut voir les coups qu'il lui met. D'abord en combinaison au cœur de la cage, ensuite au clinch contre les grilles. Et enfin, quand il a réussi vraiment à l'amener au sol, parce que Conor, c'est pas tellement qu'il l'a amené au sol, c'est Conor qui a fait un truc qu'on ne l'a jamais fait dans sa carrière auparavant. Il s'est jeté dans les jambes de Nate Diaz pour essayer de l'amener au sol. C'était un coup désespéré, on est d'accord, hein. Il sentait qu'il était en train de partir au KO et qu'il allait pas pouvoir tenir, donc il a essayé d'amener le combat au sol. Erreur fatale. Nate Diaz l'amène en se penchant sur lui avec sa bonne lutte. Il l'aplatit carrément au niveau du sol. Il se met dessus, d'abord en full mount. Bam, bam, 2-3 coups. Conor, il supporte pas, évidemment, c'est logique. Il se retourne légèrement. Il donne son dos à Nate. À ce moment-là, Nate grimpe. Il met les crochets. Là, Conor peut plus bouger. Sauf que Conor, très intelligemment, essaie de protéger le coup, c'est logique. Il sait que c'est la rear naked choke qui l'attend. Et à ce moment-là, Nate, très simple, sans aucune précipitation, de manière chirurgicale, 2-3 crochets au niveau de la tempe, du menton. Conor est obligé de commencer à essayer de se protéger. Sinon, il allait partir au KO. Et là, bam, je l'attrape au niveau du cou, je serre, en 3 secondes, c'était fini. Et c'était chirurgical, c'est le mot que j'ai utilisé, c'était ça. Donc à ce niveau-là, vraiment encore une fois, un grand coup de chapeau à Nate Diaz. Toi, je sais que tu as plutôt envie de parler de ce que Conor a mal fait, donc je vais te laisser, mais là-dessus, vraiment bravo Nate Diaz. J'ai la parole? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ah, bah, si je l'ai prise un peu trop longtemps, désolé. Non, je plaisante. Non, mais Conor a fait une analyse brillante dans son analyse de conférence de presse post-fight, où il dit que avec le sang sur la tête de Nate dans le second round, lui a commencé avec le poids qu'il avait pris pour être à 169 pounds et même pas à 170, qu'il était déjà carbonisé. Au début du second round. Et il dit, quand Nate, avec le sang sur sa tête et qu'il ne voyait rien dans ses yeux, et bien, il est passé en mode autopilote et en mode robot. Et moi, je suis passé en mode panique. Et Conor McGregor, qui est quand même la plus grande gueule de l'UFC, qui dit qu'il ne passe jamais en mode panique, il a été plutôt honnête avec lui-même et avec les gens, à reconnaître ses failles. Et il a dit, ça va me servir de leçon et je vais apprendre. Le gros souci, et c'est pas tant la réussite du game plan de Nate, moi je suis absolument pas d'accord avec toi, c'est la défaillance du game plan de Conor McGregor qui fait. Nate avait toutes les qualités pour gagner ce combat, il ne l'a pas volé, mais ce sont les défaillances techniques de Conor McGregor dans ce combat qui font qu'il le perd. La première des choses à savoir, c'est que, je l'avais dit avant le combat, Nate, sa jambe avant, pas celle d'appui, c'est un cadeau à son adversaire. Et pendant tout le premier round, je n'ai cessé d'hurler tout seul devant mon ordinateur, tue sa jambe. Et il s'est obstiné à vouloir décharger toute sa puissance sur la tête, à lancer toutes les bombes qu'il a lancées. Il en met 3, 4 comme ça peut-être en catégorie 145. Chad Mendes est déjà KO. Il en met une sur José Aldo. José Aldo est déjà KO. Effectivement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas l'argument qu'il a donné en disant, en parlant de Nate, passer 70, plus grand, plus de poids, plus robuste, mes coups restent puissants, mais il en faut plus. J'ai pris du plaisir à ce qu'il y ait du répondant et qu'il résiste. Mais Nate a vraiment résisté. Il s'est complètement vidé et épuisé à vouloir détruire systématiquement la tête de Nate. On l'avait dit avant, les frères Diaz sont victimes des coupures comme pas possible. Donc c'est un bon handicap à commencer à créer une fois que tu l'as ouvert. Mais une fois que tu l'as ouvert, tout ce qu'on aime de Conor, on ne l'a pas vu dans ce combat. Il s'est pas baladé dans l'octogone. Moi je pensais que sa stratégie face à un 170, justement, vu qu'il allait être habitué à se déplacer, c'était aller tourner autour de lui, piquer, ressortir. Je pensais qu'il allait massacrer sa jambe, je pensais qu'il allait le travailler au corps.
Il s'est entêté avec son coup-pied. C'est pas vraiment un wheel kick techniquement, c'est une sorte de wheel kick, ouais. Il l'a dit en conférence de presse déjà, et il l'avait annoncé. Quand il avait su lire que la main de droite d'Aldo tremblotait face à lui dans le face-à-face et qu'il se doutait qu'Aldo allait tout envoyer avec, t'as raté une occasion de te taire. T'as prévenu Nate Diaz que tu voulais faire ton show-off. Que, effectivement, t'avais pas montré de choses face à José Aldo, comme tu l'as dit, que t'avais envie de montrer un peu plus de ta palette technique, c'est bien, mais malheureusement, t'as montré dans ta palette technique que t'es un très bon boxeur, que t'as une énorme gauche, mais tu t'es entêté et épuisé à vouloir y aller du gauche. Et le problème, c'est que quand tu t'es épuisé et que t'es passé en mode panique, Nate Diaz a réussi, par sa boxe, à mettre KO debout Conor, parce que pour moi Conor était KO debout, il était pas, malgré tout ce qu'on peut dire, et quand les gens ont charrié le Jiu-Jitsu sauve des vies, il y a eu énormément de Twitter de combattants, ça m'a fait beaucoup de rire, de combattants qui disaient le Jiu-Jitsu save lives. Oui, sûrement, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même si Conor McGregor avait été ceinture noire avec le niveau de Demian Maia, la manière dont il était KO debout quand il tombe au sol, n'importe qui avec le niveau de Demian Maia aurait été soumis par Nate Diaz. C'était terminé à l'instant même où quand il shoot pour le takedown, Conor qui ne shoot jamais pour un takedown. Un signe de désespoir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est même pas un signe de désespoir, c'est qu'il a voulu temporiser, c'est intelligent. À la limite, c'est intelligent. Ça veut dire qu'il se dit, tiens, je suis KO debout. Il a moqué tous les gens qui ont fait ça face à lui, oui, mais... et dans l'absolu, auparavant. Mais malheureusement, il a été comme eux. Cette UFC a été la découverte qu'il n'y a pas de surhomme, que chaque être humain a des limites. Là où il fait une erreur, c'est à ne pas travailler. On a toujours dit la plus grande qualité de Conor, c'est la variété et la diversité des coups et de sa palette technique. Bien sûr. Ouais. On n'a rien vu techniquement dans son combat. Enfin si, on a vu un très bon boxeur. On a vu qu'il était capable de bien se retourner au premier round et de bien travailler avec Nate au sol. Ouais, mais moi j'ai pas vu d'angle, j'ai pas vu de choses originales qui caractérisent Conor, c'est ce que tu disais un petit peu. Mais parce qu'il avait besoin de tout ça. Il avait besoin de se J'ai vu quelqu'un qui était en ligne droite, qui envoyait des bombes, qui restait au boxing range, donc qui a arrangé le combattant qui était plus grand, plus longiligne, avec une meilleure allonge. J'ai pas vu vraiment, c'est un bon boxeur effectivement, c'est un très bon boxeur même. Mais c'était décevant à ce niveau-là de le voir. Il avait besoin d'un reality check et ça lui a fait. Je crois que pour le reste de sa carrière, ça va lui faire le plus grand bien. C'est-à-dire que là, enfin, encore une fois, c'est dommage parce qu'on n'est pas obligé de perdre sa ceinture pour redevenir un grand champion. Il n'a pas perdu, de perdre un combat pour être un grand lui, champion. On n'est pas obligé d'être dans la situation de John Jones et d'être enlevé de son titre, déchu de son titre après un accident, pour se rendre compte que être champion du monde, ça a de la valeur et c'est beau. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, c'est dommage pour Conor, mais je crois que ça va lui faire vraiment du bien parce que justement, il a pas sous-estimé Nate, je pense pas, mais il était comme nous, on l'a cru et il s'est cru dans ses propres paroles, il s'est cru intouchable. Je crois que c'est ça. Et donc, pour reparler de son game plan et de l'aspect tactique de son combat, effectivement, moi j'avais un combattant planté dans le sol, très peu mobile. Alors, une volonté d'aller vers l'avant et de toujours agresser son adversaire, ça c'est positif. Un combat incroyable. Et il a d'ailleurs remporté, selon moi, il a remporté le premier round. Largement. Le premier round est largement remporté. Il n'y a pas eu photo. Mais, comme tu l'as dit aussi très justement, c'est d'ailleurs lui qui l'a dit en conférence de presse, ce panic mode dans lequel il est entré, une fois qu'il a vu qu'il n'arrivait pas à coucher Nate Diaz comme un vulgaire 145, ça c'est un manque de maturité dans la cage, c'est un manque de... Et c'est pas sa faute, parce que c'est la première fois de sa vie qu'il combat avec un tel poids, c'est pas... il a besoin de voir pour apprendre. Mais à ce niveau-là, c'est effectivement ce qui lui a coûté la victoire. Se rendre compte que quand on a un adversaire plus grand, plus puissant, capable d'encaisser, on peut pas tout mettre dès le premier round, on peut pas se vider comme ça de manière aussi naïve, et espérer ensuite, face à un boxeur de la qualité de Nate Diaz, ressortir intact. Moi je l'ai trouvé très peu mobile effectivement, mais défensivement comme offensivement. Offensivement au niveau des angles, des approches, des changements de niveau, il n'y a rien eu. Alors c'est plus difficile parce que Nate sait que Conor ne va pas essayer de l'amener au sol, il ne va pas essayer de lui faire un takedown. Donc effectivement, il passe moins bien les changements de niveau. Mais au niveau de la mobilité, de son côté mouvement, idoportal et tout, j'ai rien vu de tout ça. Moi j'ai vu quelqu'un qui avançait en ligne droite, les bras un petit peu ballants, ils se parlaient les deux, ils s'invectivaient. Bam, grosse bombe du gauche. Je tentais mon hypercute du droit, il l'a tenté 50 fois. Pour Conor McGregor, il y a un vrai souci et je l'avais déjà dit face à Chad Mendes, il a trop confiance en son menton.
Il a trop confiance en son menton. On en a discuté plein de fois à l'époque du combat, toi et moi. Je déteste quand il combat les mains basses. Et donc maintenant, les gens ne pourront pas dire que je ne le dis pas aussi pour mon combattant préféré. Je déteste ça chez Anderson Silva. Je déteste ça chez Conor McGregor. Protège-toi. Protège-toi, fais attention. Ne méprise jamais ton adversaire. Ou ne sous-estime jamais ton adversaire, en tout cas, s'il n'y a pas de mépris. Et surtout, ne te surestime pas toi. C'est plutôt ça, ouais. Ne va pas croire que ton menton est peut-être indestructible. On en a parlé dans l'interview à Patrick Côté. Patrick Côté, c'est peut-être le meilleur menton de l'UFC. Mais même si tu as le meilleur menton, déjà un jour, tu vas connaître une limite. Et non seulement tu as toi-même une limite, mais c'est pas parce que tu as une énorme résistance que tu es à chaque fois obligé d'aller puiser dedans. Il faudrait que ce soit exceptionnel qu'on te touche au menton si jamais tu en as une bonne. Alors que Conor, première droite, il est tellement généreux que la première droite d'Aldo le coupe à l'arcade. Ouais, c'est ça. Ouais. 13 secondes de combat, il met son adversaire. On se demande d'ailleurs ce qui se serait passé s'il n'avait pas touché Aldo. Je t'avais posé la question. Ouais. Aldo l'aurait peut-être secoué. Donc, moi, j'adore ce combattant. Il y a des petites règles, des règles des petits ajustements qu'il faut faire. Et lui-même l'a dit. Et c'est pour ça que je le trouve très honnête en conférence de presse. Comme dans chaque échec dans la vie, si c'est un vrai champion, il va aller faire son analyse, son autocritique. Il va apprendre de tout ça, bien sûr. Il va apprendre de tout ça. Il va revenir plus fort. Et on le reverra sûrement à l'UFC 200, je pense. Bon, quasi certain, ouais, c'est quasi certain qu'on va le revoir. Lui parle de revenir à 145 contre soit José Aldo pour la revanche, soit Frankie Edgar. C'est sans doute le combat qui aura lieu, l'un des deux à l'UFC 200. Mais pour terminer sur Conor, ce qui est décevant, c'est que se dire qu'il aurait pu effectivement gagner, mais que c'est toute sa carrière et tout ce qu'il avait prévu de faire là, c'est modifié, qui est remis en cause. Non, enfin, oui, non. C'est vrai que pour nous, qui sommes des fans juste de MMA, de l'UFC, et aussi de Conor, se dire qu'il y avait quelqu'un qui transcendait les catégories, qui était capable de jongler de 145 à 170, moi je sais pas, j'avais l'impression qu'il aurait pu call out Verdum à un moment. Moi aussi j'étais rentré dans cette matrice, on serait un univers parallèle. On serait revenu au n'importe quoi. S'il avait gagné là contre Nate Diaz, effectivement. Non, on serait revenu au n'importe quoi du Vale Tudo. Et finalement, on perd pas en excitation sur Conor McGregor du fait de sa défaite. C'est vrai sur lui, non, mais sur le sport en tant que tel. Oui et non, parce que moi, à mon sens, effectivement, on perd aujourd'hui la possibilité d'avoir un triple champion. Je pense que juste, on s'en rendait pas compte, c'est juste trop fou d'être champion dans trois catégories. C'est comme quand Luke Rockhold dit qu'il est prêt à passer en heavyweight, en light heavyweight et après en heavyweight. Luke Rockhold, j'ai aucun souci à le voir en light heavyweight. En heavyweight. Aucun souci, c'est déjà, il y a des clients, hein, attention. Hein. Non, moi, si Cormier est plus là, il a dit, donc enlève Cormier. Mais moi, j'ai aucun souci pour le voir. Non, j'ai pas de souci. Je te dis pas qu'il devient pour coup sûr champion. J'ai aucun souci pour le voir. Je pense qu'il sera. Il serait dans le top 10, sans doute. Non, il sera pas dans le top 10, il serait dans le top 3. Pour moi. Mais en tout cas, juste pour reciter le top 3, je crois que t'as pas conscience de la catégorie de light heavyweight. Johnson, Gustafsson et Cormier. John Jones et Cormier. Donc déjà, il est moins fort que ces quatre-là. Oui, mais Cormier, il sort. Si lui vient, la condition qu'il a posée pour venir en light heavyweight, c'est que Cormier s'en aille. Donc déjà, t'en enlèves un. Ouais, t'enlèves Cormier. Gustafsson, pour autant que je l'adore et que ce soit presque mon préféré de cette catégorie-là avec Cormier et Jones, Gustafsson, il sera mangé par Luke Rockhold. De 2. Johnson, à voir. Il resterait Johnson et Jones. Donc effectivement, pour moi, il est dans le top 2-3, Luke Rockhold, si un jour il passe. Mais c'est encore une fois, ça a confirmé. Mais en tout cas, il l'a dit que le Conor McGregor, ce combat-là, c'est sûr, ça met un terme à Lawler. Mais par contre, il l'a dit, ça ne n'empêche pas que plus tard dans ma carrière, peut-être quand il aura 35 ans, pris du poids, qu'il revienne en 170. Et deuxième chose, ça ne l'enlève toujours pas la possibilité d'être le premier, encore une fois, à faire 2 ceintures en même temps. S'il défend sa ceinture face à Frankie Edgar ou face à Aldo à l'UFC 200 qui gagne de manière impressionnante, il aura toujours la possibilité d'aller en 155. Il aura toujours la gouaille, le charriage, la personnalité, le caractère pour se vendre et réclamer son combat face à Dos Anjos ou d'ailleurs quelqu'un d'autre si jamais Dos Anjos est amené à ne plus avoir un jour son titre. Mais voilà. Ouais, le concept de la poule aux œufs d'or qui aurait été tué samedi soir, j'y crois pas. Non, ce qui a été tué, c'est plutôt le rêve, l'illusion. Toi, tu parlais d'Icar, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est brûlé les ailes. Mais c'est plutôt l'illusion que les catégories de poids ne valent plus rien, que seul compte le mouvement, la fluidité, la qualité. Non, ça, effectivement, il y a des réalités.
c'est comme ça. Si quelqu'un est plus grand et plus puissant et a une meilleure allonge, il a un avantage fondamental sur toi. La seule condition pour qu'il puisse un joueur être en vrai 170 et dominant en 170, c'est qu'il n'y ait plus de weight cut. C'est-à-dire que tous les gens retournent dans leur catégorie naturelle. Ouais. Connor, son poids de forme, de vie de tous les jours, c'est 170. Donc ça veut dire que les gens qui sont qui combattent à 170 sont en réalité des gens qui dans la vie de tous les jours sont à 185, 190 minimum. Exactement. Donc en fait, on aura un rééchelonnage vers le haut. À ce moment-là, effectivement, Connor peut devenir un 170 sans aucun souci. Si c'est le poids naturel. Voilà. Ouais. Non, mais c'est aussi pour faire valoir cet argument-là. C'est que le côté weight cut au MMA, qui est spécifique à ce sport vraiment. Non, à tous les sports de combat. Oui, mais en tout cas, oui, pour les sports de combat, mais le côté un peu réel, ça devient artificiel. On voit la tête regardez la tête de Holly Holm à une pesée, regardez la tête de Conor McGregor, encore une fois, c'est pas des êtres humains. Il faut qu'ils se réhydratent, il faut qu'ils remangent, il faut qu'ils reprennent du poids derrière. Et d'ailleurs, Joe Rogan a dit un truc très très intéressant à ce sujet pendant la retransmission. Il était contre ce concept de weight cut, de perte de poids. Il dit les gens devraient combattre. Lui, il encourageait les gens à combattre à leur poids naturel, en expliquant que c'est malsain et que c'est pas du tout efficace, même d'un point de vue. Ce serait bien ce rééchelonnage. D'un point de vue de l'intérêt, il dit que c'est pas efficace de se mettre dans un état pareil 24 heures avant un combat, 24 heures avant une telle dépense physique, une telle dépense d'énergie. Et c'est vrai que c'est assez juste ce qu'il dit. Ça ferait beaucoup plus de sens qu'il y ait ce rééchelonnage vers le haut. Mais si tout le monde ne le fait pas, tu te retrouves comme Connor face à des gens qui sont bien plus grands que toi, bien plus physiques que toi. La condition à ce moment-là, ce serait que ça devienne une obligation. Mais tu peux pas dire à quelqu'un t'as pas le droit de perdre de poids et t'as pas le droit de venir combattre à cette. C'est ça malheureusement. C'est comment tu veux imposer à quelqu'un de ne pas perdre de poids. Il va dire c'est ça mon poids de forme. C'est la liberté individuelle de chacun. Tu peux pas lui dire. Tu rends réglementaire l'interdiction de faire du weight cutting. Ah mais comment tu veux dire quelqu'un qui veut faire un régime, il te dit moi voilà j'ai juste mangé à ma faim, je suis très bien. Alors effectivement il a l'air rachitique, il a l'air tout maigre, mais pourtant il te dit ouais tout va bien. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas contrôler ce qu'il mange 24 heures sur 24? Tu vas rentrer dans sa vie? Tu peux pas, malheureusement il n'y a pas de moyen réel d'empêcher les gens de le faire. Et tant qu'il n'y aura pas de moyen réel d'empêcher les gens de le faire, il y aura comme depuis toujours dans les sports de combat, que ce soit la lutte, la boxe, le judo et maintenant le MMA, du weight cut et des poids, et des catégories de poids, et des gens qui vont un petit peu tricher si on peut dire en redescendant. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur ce combat-là. Enfin, on peut dire encore des dizaines de choses. Il y a l'avenir de tous. Tout est un peu chamboulé. Dos Anjos, t'as parlé de Dos Anjos. Conor, Aldo. Tout le monde est un petit peu la catégorie 170. Maintenant, Nate Diaz veut des title shots partout. Bref, il y a des choses à dire, mais on reviendra là-dessus dans les épisodes prochains. Là, on peut parler du deuxième combat, qui était au moins aussi bien que celui-là. C'était le combat pour le titre bantamweight féminin, entre la championne maintenant déchue, Holly Holm, et celle qui était la contender, c'était Miesha Tate. Je te laisse la parole. C'est un combat stratégique des deux. Holly Holm a perdu parce que elle n'a pas voulu gagner, et Miesha Tate a gagné alors qu'elle devait perdre. C'est bien dit, c'est joliment dit. Ouais. Les deux ont eu tellement peur l'une et l'autre de l'adversaire que l'une et l'autre ont refusé d'aller jouer sur leur propre force. Miesha Tate, qui est une grindeuse, a fait un combat extrêmement intelligent à éviter Holly Holm au possible, mais à force de l'éviter dans le 5e round, c'était presque désespéré. Cette soumission, elle était en train de perdre le combat et c'était fini pour elle le titre, et elle n'en aurait plus jamais de chance de titre. Donc elle avait tellement retenu la leçon de Ronda Rousey face à Holly Holm, tellement être méfiante de la puissance de pied-point de Holly Holm, qu'elle était sur le frein à main complet. Et Holly Holm avait tellement le respect et la peur de perdre son titre qu'elle a été trop stratège, trop calculatrice, trop sur la réserve. Ça a été le premier round, ça a été un round de jauge. Le deuxième round, ça a été un round pris haut la main par Miesha Tate, de telle sorte que les gens disaient même qu'il y avait à avoir peut-être un 18 au niveau du scoring et que ça allait poser problème en fin de combat éventuel. Le troisième round, le quatrième round et le 5e round sont pris par Holly Holm. Mais Holly Holm, à aucun moment donné, ne fait un combat, comme je le disais, pour mettre KO l'adversaire ou pour aller sur une soumission. Elle faisait un combat, clairement, pour aller au point. Et au point, elle gagnait largement elle était d'ailleurs en train de l'emporter. Hein. Elle était en train de l'emporter.
Sauf que le problème, c'est qu'il y a eu un excès de stratégie, il y a eu un excès de calcul et que Misha Tate a eu la force, et ça a été là la vraie qualité. C'est un combat très plaisant, hein. C'est pas parce que je suis en train de dire que c'était stratégique et que les deux étaient sur le frein à main que c'était pas plaisant à voir. C'était extrêmement plaisant. Le deuxième round, moi j'étais comme un fou. C'est l'une des premières fois qu'un combat au cours duquel il se passe quasiment rien dans le premier round n'a pas été hué. Les gens étaient vraiment comme ça sur leur siège en train d'attendre. Tout le monde était crispé, tout le monde attendait, tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se produire. Et pourtant il s'est rien passé dans le premier round. Pendant le deuxième round, oui, parce que c'était angoissant. Pendant le deuxième round, moi j'étais persuadé que la guillotine allait passer. Ouais. J'ai pas compris déjà comment Holly Holm, c'était un exploit qu'elle ait résisté à ça. Et puis quand j'ai vu qu'elle l'ait pas passé, je me suis dit attention, troisième et quatrième round, Misha Tate elle va complètement perdre pied parce qu'elle a vu que sa chance dans le combat, elle a pas su la saisir. Et puis finalement, Holly Holm, elle s'est dit attention, trop de danger pour moi au sol, il faut que j'esquive au maximum. Et elle a commencé à faire le combat qu'elle aurait dû faire trop tard. Elle a commencé à vraiment faire du kickboxing et de la boxe. Et à se lâcher. Moitié fin quatrième round. Et si elle l'a perdu pas. J'ai pas envie de dire qu'Holly Holm a perdu à cause de Holly Holm parce que ce serait injuste pour Misha Tate, parce que Misha Tate a fait un combat énorme en revenant et en réussissant. Elle a fait du Misha Tate. Jamais lâché, jamais baissé la tête, jamais baissé les bras. Mais elle a quand même perdu uniquement par sa faute, parce qu'elle a été sur le frein à main. Et elle-même le dit en conférence de presse, hein, elle dit c'est dommage, j'ai pas donné tout ce que j'aurais pu donner, et effectivement elle a le droit de sortir avec des regrets de ce combat-là, parce que elle pouvait faire mieux. Je suis assez d'accord, mais sur l'ensemble du combat, alors je ne veux pas être grandiloquent et commencer à dire des choses qui n'ont pas de sens, mais c'est un combat qui a quasiment changé la face du sport. Pourquoi? Je m'explique. Si Holly Holm l'avait gagné, qu'est-ce qui serait produit? Elle aurait, par conséquent, entre guillemets, mis un terme à la carrière de Misha Tate. Parce que Misha Tate aurait été la combattante, comme je le disais dans l'épisode précédent, qui aurait échoué par 2 fois contre Ronda Rousey, et qui désormais aurait échoué pour son deuxième title shot à l'UFC, son troisième en comptant le Strikeforce, quand elle a reperdu son titre, face à Holly Holm. Donc, c'était déjà un adversaire d'éliminé, une catégorie dans laquelle l'un des personnages principaux, Misha Tate, serait éliminé, hors du jeu, hors de la course, et également, ça aurait donné à Holly une telle confiance, un tel bagage, que Ronda n'aurait pas perçu Holly comme quelqu'un qu'elle puisse un jour, avec laquelle elle puisse rivaliser, ou qu'elle puisse un jour battre, contre laquelle elle puisse avoir une chance. Holly resterait cette figure qui a écrasé Ronda, qui a battu Ronda, un petit peu mythologique, on parlait de mythologie tout à l'heure. C'était ça, c'était Holly l'indestructible, et peut-être même que Ronda ne serait jamais revenue dans le sport. Désormais, avec cette victoire, c'est la carrière de Misha Tate qui change complètement, mais alors du tout au tout. Elle passait d'une carrière qui était quasiment éteinte, terminée, réduite en cendres, à une carrière où elle est championne du monde. Elle est championne du monde par son courage, par ses qualités, par son travail, parce qu'elle a changé beaucoup de choses dans sa vie et dans sa manière de travailler. Elle a battu une championne réelle, établie. Donc ce n'est plus celle qui perd face au champion, c'est désormais elle-même une championne, et surtout ça a relancé, on en disait tout à l'heure, Ronda, ça a relancé Ronda à tous les niveaux. Ça a relancé Ronda parce qu'elle peut désormais se dire, je reviens dans le sport, je vais affronter Misha Tate, c'est quelqu'un que je bats à chaque fois, je suis sa kryptonite, et je vais la battre encore. Donc du point de vue de l'influx nerveux... ça le relance, mais... Attends, laisse-moi juste terminer, après je te laisse. Du point de vue de l'influx nerveux et du moral de Ronda, ça a un poids voilà, il n'y a pas de mots pour dire ce que Ronda a pu ressentir en apprenant ça. Désormais, elle se dit, je vais revenir et je vais redevenir la championne. Et ensuite, si on voit plus loin et on se dit que Ronda va encore battre Misha, parce que Ronda c'est la kryptonite de Misha, ce qui n'est pas sûr, hein, mais disons que c'est ce qui se produit, Ronda va affronter Holly désormais en se disant, si je fais pas la débile à me jeter, à faire n'importe quoi et à essayer de la bully dans un domaine où je suis clairement moins forte, si elle arrive avec une humilité renouvelée, une humilité même découverte, parce qu'elle a jamais été très humble, Ronda, se disant qu'elle ne peut pas battre Holly à son propre jeu, mais que si elle l'amène en grappling, si elle l'amène au sol, en 2 minutes l'affaire est pliée, et elle réussira à lui faire lui mettre son armbar classique, sa clé de bras, ou peu importe ce que Ronda sait faire, et elle a une palette assez vaste au sol, elle peut désormais battre Holly. En tout cas, elle peut y croire. Moi, j'y crois. J'étais persuadé, il suffit de revoir les premiers épisodes dans lesquels on parlait, on avait fait un spécial Ronda Rousey, mais j'étais persuadé à 1000%, j'aurais mis ma maison en jeu, j'aurais tout mis en jeu pour vous dire qu'elle n'avait aucune chance d'à l'avenir battre Holly. La démonstration de force d'Holly avait été telle, la supériorité d'Holly avait été telle lors du combat à l'UFC 193 en Australie,
que je voyais pas la carrière de Ronda rebondir et revenir pour concurrencer le plus haut niveau qui était Holly à l'époque. Désormais, non seulement elle a une chance de redevenir championne parce qu'elle peut battre Misha, mais en plus, elle peut désormais rivaliser avec Holly. Holly qui a perdu un peu de sa superbe, qui a sans doute pris un coup au niveau de la confiance, qui se rend compte que quand on est face à quelqu'un qui est tu disais une grindeuse, qui en veut, qui a la dalle, qui va aller essayer de chercher le combat, salir le combat, l'emmener au sol, faire du Misha Tate. Ronda est capable de ça, elle est même peut-être capable de le faire encore mieux que Misha. Donc c'est une catégorie qui est complètement renouvelée, et avant même d'entrer dans le détail du combat, je crois que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour l'UFC, pour le MMA féminin et pour le MMA en général. Vraiment, c'était la soirée parfaite, à ce niveau-là. Après, les Connors, c'est autre chose, mais pour ce combat-là, vraiment, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Peut-être que tu veux d'abord dire un petit mot technique avant qu'on enchaîne directement sur ce combat-là. D'un point de vue technique, t'as peut-être un truc à dire sur l'aspect vraiment purement technique du combat? Bah non, ça a été dit sur l'analyse tout à l'heure. Ok, parce que moi, ce que je voulais dire, c'était surtout que j'ai été déçu par l'aspect unidimensionnel de Holly. Je m'explique, Holly, elle avait impressionné notamment parce que son striking était exceptionnel contre Ronda, mais aussi parce qu'elle avait fait des démonstrations de force dans le clinch, dans les scrambles. Elle avait réussi à battre Ronda entre guillemets à son propre jeu parce que Ronda était un petit peu perdue, était un petit peu dans le brouillard, elle était un petit peu atteinte moralement. À l'image de Conor d'ailleurs quand il fait le takedown sur Nate, c'est pas du Conor, c'est quelqu'un qui est clairement qui est pas sain d'esprit entre guillemets, qui a perdu un peu sa lucidité. Et donc elle avait impressionné parce qu'elle n'était pas seulement la strikeuse qu'on connaît, championne du monde de boxe, de kickboxing, de tout ce que vous voulez, mais qu'elle avait réussi, sur les autres aspects, à dominer Ronda. Là, j'ai vu une Holly très unidimensionnelle, sur la réserve, la peur au ventre, la peur de perdre. Et comme tu l'as dit, elle s'est lâchée au niveau du 4e round, mais je l'ai pas senti à ce niveau-là clairement et pleinement MMA. Je l'ai senti très forte en striking, comme à son habitude, mais je l'ai pas senti champion du monde de MMA à l'UFC. J'ai vu quelqu'un qui était unidimensionnel. Alors pour Misha, on connaît ses limites au niveau du striking, mais malgré tout, elle a énormément progressé. Réussir à tenir face à quelqu'un du calibre de Holly Holm, elle n'a pas été ridicule dans les échanges. Ça, c'est à souligner. Après, sur ses qualités naturelles qu'on connaît, de lutte, le takedown qu'elle met au 2e round, c'est un modèle du genre. La manière dont elle l'empêche d'aller vers la cage, comment elle a tourné ses hanches, comment à chaque fois elle l'a empêché de se relever. Et puis bien sûr après au 5e, la soumission, c'était un modèle du genre. Comment elle s'est accrochée à son dos, elle a mis les crochets. Holly qui essaye de la secouer, elle réussit pas. Dans le scramble, elle a réussi à resserrer encore plus la guillotine, la rear naked choke, pardon. À tous les niveaux, franchement, c'était à tous les niveaux de grappling et de lutte, c'était vraiment vraiment fort ce qu'a fait Misha. Maintenant, on va voir ce que l'avenir leur réserve. La logique veut donc que le match ait lieu peut-être dès l'UFC 200. Ce serait, alors là, l'UFC nous mettrait les petits plats dans les grands et nous ferait rêver. S'ils réussissaient à nous mettre sur la carte de l'UFC 200, si Ronda a le temps de se préparer, un Tate Rousset 3, numéro 2 à l'UFC, mais numéro 3 en général. Et ensuite, pourquoi pas pour l'UFC, j'en sais rien, 203, 204, pour décembre l'année prochaine, ce serait pas mal. Un Holm Rousset 2. Pour la ceinture, là ça sera vraiment exceptionnel. Mais quoi qu'il se passe, la catégorie est relancée, le MMA féminin est relancé. Il y a eu aussi la victoire d'Amanda Nunes qu'on peut souligner un peu plus tôt dans la soirée, qui s'est installée comme une contender intéressante dans la catégorie. Donc c'était vraiment un truc très très positif pour la catégorie et pour le combat. Vraiment c'est un bon élément pour l'UFC. Parce que ils peuvent être dégoûtés que Holly ait perdu, c'était la nouvelle coqueluche des médias, celle qui avait battu Ronda. Mais moi, je pense que pas du tout. Vraiment, ce serait une mauvaise analyse et ce serait une erreur de leur part que de penser ça. Donc là, on va revenir sur les combats un petit peu moins importants. Donc, Gian Villante contre Ilir Latifi. Toute petite précision, Gian Villante, c'est le coéquipier de Weidman, son sparring partner. Et Ilir Latifi, si je dis plus de bêtises, il était dans quelle salle C'est Jackson. Il a fait, je crois, un premier camp chez Jackson. Ou un ou deux camps de suite chez Jackson. Il a fait aussi, je crois, un tour, si je dis pas de bêtises, chez AKA. Juste une fois. Et c'est le mec de Gustafsson, c'est pardon, excusez-moi. Le coéquipier de Gustafsson. Énorme erreur de ma part, je pensais à Siar Baharduzada quand j'étais en train de parler de Non, mais je crois que vraiment Ilir Latifi a fait un séjour aux États-Unis là, pour les 2 derniers combats qu'il a eu. Il était chez ITT, ils l'ont dit dans le combat, mais c'est pour ça, moi j'ai dit. Et même chez IKEA, je crois. J'ai dit une énorme bêtise, c'était sûr pour ce camp-là, il a été se préparer chez ITT. Ok. Donc vas-y, je te laisse commencer l'analyse
Alors, combat-là. à propos de ce combat, ce qu'on peut dire, c'est qu'on connaît un petit peu les deux. C'est des combattants qui ont roulé leur boss. Latifi, physiquement, il suffit de le voir pour comprendre que c'est un combattant qui est ultra puissant et qu'un coup suffira. C'est du Yoel Romero. Exactement, c'est le même genre de corps, très trapu, les trapèzes qui sortent comme ça, il est énorme, il est massif, pas très grand. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est un lutteur d'exception, c'est ça sa vraie base, sa formation. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, ils le disent dans pas dans le podcast, pardon, dans la transmission. C'est Joe Rogan qui explique que Daniel Cormier parle d'Ilir Latifi, c'est dur à dire, comme du combattant le plus puissant qu'il ait jamais affronté, justement quand il était allé faire un stage chez AKA. Il a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi puissant dans le clinch, dans le corps à corps et dans la lutte. Il suffit de voir juste que ces takedowns étaient énormes. C'est sa spécialité, c'est un lutteur, donc il est monstrueux physiquement. Le gros souci de JN Villante, parce que franchement c'était pas un combat plus plaisant que ça, moi je trouve, c'est le manque de sentiment d'urgence de JN Villante. Parce que je pense qu'il est capable de beaucoup plus. C'est le sparring de très bon ami de Weidman. Je pense qu'il aurait pu envoyer beaucoup plus lourd pendant le combat. Et d'ailleurs, ils n'ont cessé, il était dans son corner, Weidman, il ne cessait de hurler, vas-y, lâche les chevaux, lâche les chevaux, lâche les chevaux. Il les a même pas lâchés au troisième, c'est dommage pour lui. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Weidman l'a préparé au niveau lutte pour ce combat et pour la spécificité de Latifi. Et au niveau des takedown defense, il était au point, notre ami Villante. C'était vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Parce que face à un lutteur de niveau olympique comme Latifi, c'était vraiment pas évident. Latifi a fait le combat qu'il avait à faire. Ouais. C'est Villante qui est passé malheureusement à travers. Il avait géré la distance, il l'a bien géré, mais il a tellement bien géré que il s'est fait attraper quelques fois malheureusement par takedown. Parce qu'il a une bête en face. Latifi est très bon, mais Villante, voilà, il a pas mis l'intensité qu'il aurait dû. Au premier round, il était pourtant bien parti. Il avait neutralisé la distance et la lutte de Latifi avec ses kicks, que ce soit des front kicks, des middle, des low kicks. Il avait vraiment réussi à gérer ça très bien. Et puis il a complètement baissé d'intensité. Latifi est monté en puissance. Et comme tu l'as dit, aucun sentiment d'urgence. Troisième round, on n'avait pas l'impression qu'il était en train de perdre le combat. Il s'est laissé aller. Et c'est dommage pour lui. Après, ce sont deux combattants. On n'a pas grand-chose à espérer non plus pour eux dans la catégorie. Ce sont des combattants honnêtes. C'est pas des foudres de guerre. Ils vont pas aller lutter pour le titre, je pense pas. Je crois que c'est à peu près tout pour ce combat. Oui, parce que de toute façon, c'était pas non plus le plus excitant de la soirée. Il y en avait d'autres. Voilà, quand tu viens de vivre, enfin, tu l'as pas encore vécu à ce moment-là, mais quand t'as All Tate derrière et Conor McGregor, Nate Diaz, ça te rachète n'importe quelle carte de l'histoire. Là, on va passer au combat Corey Anderson contre Tom Lawler. Je te laisse débuter. Il y a un premier truc dont je parlais qui nous avait fait marrer quand on avait vu la pesée. C'est Tom Lawler qui était arrivé déguisé en Conor McGregor à la pesée. Donc, il avait le tatouage, pour bien expliquer, du gorille, et il y avait écrit McLawler. Il fallait voir l'image sur internet, c'est marrant. Donc ça c'était bien, il a mis le public un peu dans sa poche comme ça. Mais visiblement, Joe Rogan le disait pendant le combat, c'est quelqu'un qui est toujours très drôle, avec beaucoup d'humour de second degré, il a bon esprit. Qui vient avec un bon esprit. Et alors moi, ce qui m'avait vraiment frappé sur ce combat, c'est, on en a un petit peu parlé avant, c'est le score, en fait, le scoring des juges. Il faut savoir qu'il y a 2 juges sur 3 qui ont donné 30-27 pour Anderson. C'est ultra surprenant au vu du déroulé du combat. Que 2 juges sur 3, et le troisième a donné 29-28 pour Anderson aussi. Que 2 juges sur 3 voient Anderson emporter les 3 rounds, pour moi, on n'est pas loin d'un scandale. Il y a quelque chose de bizarre qui se trame là-dessous. Parce que comme le dit si bien Dana, ne laisse pas la décision dans les mains du juge. Parce que quand tu fais le début de... Non, mais il faut dire une chose, c'est que quand tu fais l'énorme début de round de Lawler, que t'es presque à mettre KO Anderson, que t'es dans une boxe magnifique, t'es en train de boxer dans le pocket, et que Corey Anderson, ses jambes, elles sont en train de défaillir, normalement, t'accélères. Et malheureusement, lui, il a baissé de régime sur le round 2, sur le round 3. Il a laissé le temps à Anderson de reprendre le round 2, j'ai aucune idée sincèrement de qui le prend. Le round 3, il est clairement pour Corey Anderson. Je suis encore une fois d'accord avec toi. Le round 1, il est très mal scoré. C'est incompréhensible. À la limite, le round 2, comme tu l'as dit, il peut être... Pour moi, il est pas clair. C'est une pièce qui est jetée en l'air. On sait pas qui l'a emporté. On peut tout à fait dire que c'est Anderson. Mais le vrai souci, encore une fois, c'est que imagine, prends un parallèle. T'as le combat face à Conor McGregor, Nate Diaz. Quand Conor, dans le second round, il est KO debout et qu'il commence à reculer parce que Nate l'a touché. Si Nate il va pas le terminer,
il laisse le temps à Conor McGregor de revenir dans le combat. Et malheureusement, Tom Lawler, il a laissé le temps à Corey Anderson de revenir dans le combat. Donc oui, le scoring des juges est nul. Il est mauvais, je le comprends même pas. Ouais, il y a une erreur stratégique aussi, ouais, je suis d'accord. Malheureusement, s'il avait voulu vraiment gagner ce combat-là, il fallait être un petit peu plus agressif. Il a eu la chance de le terminer, le combat. Mais après, voilà, moi, ça me surprend quand même beaucoup. Et c'est dommageable. Bon, c'est pas un combat pour le titre ou pour un classement réel d'importance dans la catégorie. C'était surtout important pour Anderson de ne pas perdre, parce que c'est lui qui est sur une phase ascendante dans sa carrière et qui a besoin de gagner. Mais c'est quand même dommage d'en arriver là où un truc aussi flagrant... Il a 26 ans et avant combat, il était à 8 ans. Voilà, exactement. Là, il a 9 ans. Donc effectivement, il est dans une construction. Mais voilà, juste faites attention au juge, ça reste Las Vegas, mais c'est à peu près ce qu'on peut dire sur ce combat. Est-ce que c'est une construction de carrière qui va l'amener très loin? Parce que toi, t'as l'air de penser, tu disais par texto, est-ce que c'est parce que c'est un des chouchous de... Ouais, parce qu'il est promu et qu'on veut qu'il réussisse à ce point Mais est-ce que il va être à ce point-là, tu crois? Toi, tu le vois en light heavyweight, on avait la discussion Rockhold où je le vois, pour moi, aller en light heavyweight, tu le vois devant des Gustafsson. Enfin, il a 26 ans, d'accord, il est jeune, mais il est assez jeune, c'est ça, ouais. Mais pour moi, il a pas le niveau des non, 5, pour l'instant, il est pas du tout au niveau du top 10, même du top 5. Mais disons qu'il a plus à apporter à la catégorie et à la compagnie que Lawler, qui est bien plus âgé, bien plus expérimenté et tout. Lawler, sa carrière, elle est faite. Et puis, il pourra arrêter demain que voilà, il a plus rien à prouver. Donc effectivement, c'est plus intéressant que Anderson l'emporte. Je pense pas non plus, je vais pas tomber dans la parano et me dire qu'on a essayé d'avantager Anderson à tout prix, mais c'était très très surprenant de voir que 2 juges sur 3 lui a attribué une victoire à 30-27. Moi, ça m'a surpris. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce combat. C'était pas non plus le combat de l'année. Pas grand chose à dire. C'est d'ailleurs pour ça que les deux main events ont à ce point sauvé la carte. Non seulement c'était des main events avec des noms ronflants, mais en plus ils ont été à la hauteur. C'était la folie. Ouais, c'était 2 combats incroyables. T'avais les underdogs qui ont gagné, t'avais tout si à la limite t'avais Misha Tate qui avait gagné le premier combat et Conor qui gagnait le deuxième, ça restait une grosse soirée déjà parce qu'il y avait un énorme retournement de situation. Mais là t'as mis genre les gens qui à Las Vegas ont parié Misha et Conor ils sont millionnaires là, ça y est. Ils le sont. Non, et Nate. Ils le sont parce que ils ont retourné. Je sais pas, c'est comme si demain je pense que Conor était favori à peu près pour donner une idée aux gens, comme dans PSG face à Lorient. Ouais. Et Holly Holm, elle était peut-être favorite comme Marseille face à Reims. Ouais. Donc ouais, c'était des même cotes... si les deux sont de valeur, ça n'enlève rien, mais des cotes énormes pour l'outsider. Va parier sur les deux underdogs, c'est incroyable. Voilà. Ouais, c'est aussi pour ça que la carte est sauvée et que la carte est à ce point. C'est pour ça que le MMA est exceptionnel. Ouais. C'est très justement dit, ouais, absolument. D'ailleurs, je crois que Ariel aussi l'a dit à un moment, je sais plus s'il a tweeté ou il en a parlé, mais c'est un sport qui est à ce point fascinant et à ce point aimé, parce qu'il peut tout se passer, notamment à cause des petits gants, mais pas que. Il avait un argument très juste, c'est que quelqu'un lui posait la question, lui disait est-ce que vous pensez que c'est un coup pour l'UFC et c'est un coup pour la défaite le MMA en général, que Ronda vienne de perdre, que Holly vienne de perdre et que Conor vienne de perdre. C'est même pas 4 mois, effectivement. Et alors, c'est pas parce que c'est Ariel Helwani que je suis d'accord avec lui, même si je trouve qu'en général il a de bonnes analyses, mais effectivement, il n'y a pas de... On demandait la dernière fois dans une interview à Luc Thomas, est-ce que c'est la période la plus excitante de votre histoire en tant que journaliste et en tant que... non seulement j'étais comme un fou avant ce combat en me disant peut-être que Conor va prendre 3 ceintures, je le suis quand même encore maintenant parce que je me dis de quelle façon va revenir Conor, de quelle façon revient Holm, de quelle façon revient Ronda. C'est limite encore mieux en fait. C'est limite encore... Il n'y a que des... Il n'y a pas de perdant. Non mais il y a 1 milliard de scénarios possibles. Je suis d'accord. Donc voilà, on va passer. C'était le. C'est aussi le moyen de faire vivre la ceinture 145, parce que peut-être que s'il avait gagné là. Ah là, il lui redonne vie. C'était la mort de la catégorie 140, la mort temporaire de la catégorie 145. Non, là, elle est plus vivante et elle est encore plus vivante que jamais parce que maintenant tous les haters de Conor McGregor vont dire donc c'était un coup de chance face à José Aldo, et donc même les gens comme moi qui sont fans de Conor McGregor, on va avoir l'appréhension du prochain combat en se disant. Qu'est-ce qu'il va faire face à Frankie Edgar si c'est Frankie Edgar? Qu'est-ce qu'il va faire face à José Aldo? Parce que José Aldo, n'oublions pas que c'est quelqu'un qui est absolument pas fiable et qui prend pas de combat en short notice, mais c'est quelqu'un qui a une capacité d'agression parmi les plus violentes de l'UFC. Donc, parce qu'on sait pas ce que Conor peut faire face à quelqu'un qui va lui bouffer les jambes avec la capacité d'Aldo. Ouais.
on est quand même curieux de savoir comment va revenir Connor. Est-ce que son menton va être abîmé? Est-ce qu'il va encore donner dessus en se disant j'y vais bras ballants et je fais le show? Ou est-ce qu'il va être plus calculateur en se disant il faut vraiment que là, je dégomme la division Une fois pour toutes. que plus personne ne puisse rien dire au moins en 145 pour ensuite aller en 155. Ouais, pour son héritage, ça va devenir fondamental, ouais. Alors qu'il était sur un truc par rapport à l'histoire, et là, il redescend pour un truc un peu plus terre à terre par rapport à lui-même et son histoire personnelle, et plus par rapport à la grande histoire. Mais là, c'est comme The Walking Dead. Hein. T'as encore 10 saisons devant toi de l'UFC qui est possible. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, il n'y a pas de mauvais scénario. En fait, je vois de plus en plus pourquoi souvent des analyses disent fais tel combat ou tel combat, il n'y a pas de mauvais scénario. Si tu prends Tyron Woodley pour te donner l'exemple des welterweight en titre face à Lawler, ou si tu mets Condit, ou si tu mets Rory McDonald, ça reste excitant, ça reste des beaux combats, ça reste des combats que tu as envie de voir. Donc quoi qu'il arrive, Ronda Tate, on aura envie de le voir. On aura envie de voir ce que fait Holm si c'est face à Ronda, pour voir siRonda a appris de son échec, etc. Et on aura envie de voir face à Miesha Tate pour voir si elle peut inverser Holm, ce qu'elle a fait de mal dans ce combat face à Tate. On va passer au combat suivant. C'était le Brandon Thatch contre Siar. Alors je te laisse prononcer si t'en es capable. Siar Barduzada. Voilà, l'adversaire. Faut le dire vite, dis-le vite. Barduzada, ouais. En tout cas, voilà, Brandon Thatch qui a combattu contre Siar. Je vais rectifier parce que t'arrêtes pas de dire aux gens que j'adore Brandon Thatch. Brandon Thatch, il a une coupe de caissière ou a travaillé à la poste. Donc ne dis jamais, s'il te plaît, que c'est un de mes préférés, c'est faux. Je dis juste, et je vais redire aux gens ce que j'aime, c'est qu'il me rappelle les combattants dans Street Fighter. Il est le plus pur kickboxer Muay Thai dans son style. Il est élégant et encore plus Nordin Taleb l'était, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un que qui est esthétique. C'est quelqu'un que je prendrais dans les jeux vidéo, tu me défoncerais avec parce que tu ferais toujours la même technique. Siar Barduzada l'a très bien fait et il a battu Brandon Thatch parce que Brandon Thatch a perdu exactement de la même manière qu'il avait perdu son dernier combat face à Gunnar Nelson. Brandon Thatch fait partie de ces gens, comme Anthony Pettis, qui malheureusement au sol, si en tout cas ils ne sont pas experts, ils ont vraiment très peu de répondants. Très peu de répondants. Même si depuis la garde, Pettis c'est quand même pas dégueu. Hein. Oui, mais encore une fois, tactiquement... c'est plutôt à ce niveau-là. Il perd le combat à Brandon Thatch dans ce combat. Il perd comme face à Gunnar Nelson. Il a juste eu plus de réussite au début face à Siar sur les coups de pied et coups de poing. Ce qui nous a laissé penser peut-être que dans le premier round, il allait mieux s'en sortir. Effectivement, tu le disais, je te laisse un peu parler de la trajectoire de Siar. C'était un combattant qui n'avait pas combattu depuis 2013, je crois, c'est ça, fin 2013. Donc là, je peux même pas faire le calcul, ça fait quoi, 2 ans et demi, quasiment, ouais, un peu plus de 2 ans. C'est énorme pour le monde du MMA. Je sais plus ce que disait Cruz exactement. Je sais plus qui disait, c'était Cruz ou quelqu'un qui avait fait un parallèle, mais entre temps, il avait pas combattu depuis le. Il avait eu la même blessure. Non, il avait pas combattu depuis le soir où Anderson Silva s'était cassé la jambe. Voilà, exactement. Donc il faut vous rappeler à quelle époque c'était. Hein. Il avait pas combattu depuis ce soir-là. Donc ça fait. Anderson Silva, entre temps, a eu le temps de se reconstruire la jambe. Je sais qui c'était. Marc Ramondi. Ah, Marc Ramondi, voilà. Ouais. En post-fight analyse, ouais, exactement. Et il a eu le temps de se reconstruire la jambe, de combattre de nouveau, de perdre, de gagner, de gagner, de perdre, et même de suspendu 1 an pour dopage. Donc imaginez-vous le temps qui s'est passé depuis le dernier combat de. Et il s'entraîne dans la très grosse gym de Jackson Wink. L'une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure. Pareil, pas un combat passionnant, mais un très bon combat technique de la part de Siar. Très impressionnant, très fort au sol. Très très fort au sol. Il l'a amené, il l'a maintenu, il l'a fatigué, il l'a épuisé. Et on voyait le désespoir dans les yeux de la même manière que Connor est passé en mode panique une fois qu'il avait tout lâché face à Nate et qu'il s'est dit ok, si ces 4 gauches elles sont pas passées, enfin 4, il y en a pas 4, ouais, il y en a plus. Parler, ouais. Mais si elles sont pas passées, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va le mettre KO? Brandon il s'est retrouvé dans la même situation, mais lui dès le premier round il s'est dit qu'est-ce que j'ai à offrir non mais c'est dur hein. Quand tu vois un combat comme ça pour un combattant où tu sens que lui-même se pose des questions. Tout ce que t'avais préparé tombe à l'eau, effectivement, dès le premier round, tu te retrouves face à la réalité d'être seul contre un mec dans une cage. Et quand tu prends conscience de ça, effectivement, c'est pas c'est là la beauté, mais c'est pour ça que... La beauté, c'est que ces mecs-là ne lâchent pas, en fait. Qu'ils continuent malgré tout à essayer. Connor n'a pas lâché, même s'il s'est rendu compte qu'il n'y arrivait pas. Et il lâche pas jusqu'à ce que l'autre prenne le dessus. Oui, et juste une chose d'ailleurs qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure sur Conor McGregor. Conor McGregor ne tape pas vite. La guillotine est tellement bien faite
que tu ne peux que taper très vite. Elle est en place, elle est extrêmement serrée. Et surtout, il avait dit une chose une fois très intelligente dans une interview, je sais plus si c'était Connor ou quelqu'un d'autre qui disait... GSP, je crois. C'était GSP alors, voilà, pardon. Qui dit quand il y a une soumission, elle est pas... et c'est... Ne jouez pas les héros. On aurait dû le dire comme Holm, parce que Holm, on l'a oublié. Mais Elle a pas tapé. pour rebondir, elle a tapé, mais elle est tellement dans les vapes qu'elle tape le bras devant. Tu sais, l'arbitre, elle a le bras, le bras qui... pour toi, c'était... Pour moi, le J'ai bras qui l'impression fait qu'elle une est vague... dans un geste fantôme à essayer de taper le vent, en fait. Moi, j'ai eu sur mon sentiment. C'est peut-être que je me trompe, et c'est pour ça qu'on aurait peut-être dû le dire à la fin de Hall, mais ça m'était complètement sorti de la tête. C'est que elle va au bout d'elle-même. Elle fait un preuve d'un fighting spirit et limite dangereux pour elle. C'est qu'elle tape pas, et en plus, le temps que l'arbitre vienne séparer Misha, on sait toujours que les combattants sont dans un temps de réaction. C'est pas contre eux, mais le temps que tu t'enlèves, bien sûr, il y ça a aurait pu toujours être dangereux. peut-être pas 2-3 secondes, mais... D'ailleurs, à un deux moment secondes, donné, quoi. elle veut aller voir quand elle est en train de célébrer Misha Tate très vite. Elle veut revenir pour voir Oli si ça va. Et il y a une dame qui lui dit attendez 2 minutes, elle va reprendre ses esprits. Et moi, quand je vois Oli à un moment donné sur le replay, on la voit bouger les 2 bras devant. J'ai eu le sentiment qu'elle était en train de mourir, elle avait même pas la force d'aller sur C'est une image dure, ouais. Comme si elle était en train de se noyer ou... Donc oui, vaut mieux taper vite comme Connor. Pas taper comme Sage Northcutt l'a fait pour pas rien, parce que même moi je suis le premier à sa place, on aurait tapé encore plus vite 100 fois plus vite, ouais. Mais pour un combattant professionnel il faut ne pas savoir taper trop tôt, d'accord, parce que Oli, si elle avait tapé trop tôt au deuxième round, oui, mais par contre c'est ça la différence, c'est que elle s'en sort vachement bien au premier round. Elle est en train de devenir violette, il y a un anaconda autour d'elle dans le 5e round. Elle peut absolument pas s'en tirer là. Mais d'ailleurs, attends, c'était GSP ce qu'il avait dit. L'anecdote que tu voulais donner, c'était, je crois qu'il parlait d'un combattant japonais ou qui avait une mentalité un peu à la japonaise comme ça. Je sais plus s'il de code de l'honneur et tout. Je sais plus. Et en gros, il expliquait que, je sais plus, c'est parce que quelqu'un s'était fait casser le bras ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et il disait que le bras ne redevenait jamais réellement le même. On avait beau faire de la rééducation quand on s'était cassé l'articulation ou le bras. Déjà, c'était un temps fou de perdu parce que c'est un temps dans lequel on peut pas s'entraîner, on peut pas progresser, on peut rien faire, quoi. Et on arrête. Non, mais surtout il disait voilà, pour éviter la blessure, il reviendra jamais comme il était avant. Enfin, éviter la blessure, éviter que ça casse, éviter que d'être blessé. Apprenez à taper. Il vaut mieux perdre pour pouvoir revenir plus vite dans un prochain combat que partir à la blessure parce qu'on a eu un mental de guerrier extraordinaire et se casser une articulation et en prendre pour un an et demi. C'est ça, et peut-être ne jamais redevenir le même et jamais revenir au niveau. Donc ça c'était intéressant sur ce combat. Le dernier combat qui nous reste l'avant-dernier qui nous reste à aborder, c'était le combat d'un de nos Français. Donc c'est un combat il y en a 3 qui restent. Ouais. Ah ok, pardon. Ah oui, le combat des Rossa aussi. Là, le combat dont on veut parler, c'est le combat entre Nordine Taleb et Eric Silva. Je te laisse en dire un mot parce que le KO, il nous a fait rêver tous les deux. Il était magnifique. Il était violent en plus. Mais ouais, c'est un Français et tout, donc on était assez contents. En plus, c'est un beau combattant. Il a eu plein d'éloges de tout le monde, donc ça faisait plaisir. Dans son port, dans sa technique, dans le jeu de jambes et le port de tête, vous le verrez, la manière dont il se tient, il est élégant. Il respire la technique, il respire la classe. Et je dis pas ça parce qu'il est français, hein, mais c'est la vraie école de kickboxing. Je sais pas, il est beau, il est léger. On avait le côté Eric Silva chien fou en face. Ouais, qui voulait sauter à tout prix dans tous les coins, qui a fait un truc. Alors, à la fois génial et détestable quand il lui fait croire qu'il va se taper dans les gants et qui en fait lui met... C'est un truc de méchant dans un film de Van Damme. C'est un truc de méchant dans un film de Van Damme. Il lui fait ça et bam, après il lui en met une. Heureusement, Nordine n'a pas dégoupillé. Il est pas sorti. Il est resté très froid, très calculateur. C'était justement très très bien. Il avait dit qu'il s'y attendait. Donc il a fait le combat parfait de A à Z. Il était dans le déplacement parfait, dans les coups de pied parfaits et le timing de la droite qu'il lui met, elle est tellement belle. Est tellement forte qu'il se la prend en pleine tête, et quand vous avez la caméra en fait qui est derrière Nordine Taleb au niveau du ring de l'octogone, donc on voit le point qui va sur Eric Silva, et en fait le point est tellement fort que Nordine Silva Eric Silva tombe face contre terre. En fait au début on voit Eric Silva de face et on le voit finalement de dos au sol, éclater comme une crêpe par terre. Et ce qui est impressionnant en plus, c'est que la droite il a pas une envergure, c'est vraiment un coup de poing serré, enfin je sais pas comment dire, il est court, c'est vraiment un coup de poing court. Et il a mis une telle puissance dedans et une telle fulgurance que il a été KO immédiatement. C'était un KO. Il s'est comporté comme El Chapo, Eric Silva. C'était un fou furieux dans le combat. Il a fait n'importe quoi, effectivement. Il mettait des coups s'ils étaient passés, Nordine Taleb pouvait peut-être aller au tapis.
mais il s'est exposé au chaos qu'il a pris à la fin en fait. Ouais, c'est ça, il était offensif. Après, nous, on réclame souvent que les combattants ne l'attendent pas trop, qu'ils essayent, qu'ils fassent des choses. Donc, on ne va pas blâmer Eric Silva pour avoir donné du spectacle. Mais d'un point de vue tactique, il a fait exactement comme Conor McGregor. Conor McGregor n'a pas été stratège. Conor McGregor a tout envoyé premier round, deuxième round, et il a tellement tout envoyé, rien calculateur. T'es spectateur, tu t'éclates dans ce combat-là. exactement. T'es coach ou t'es supporter, tu t'éclates pas. Mais en tout cas, c'est un combat qui est vivant, qui bouge, et c'était pas mon japonais d'il y a 2-3 semaines. Kawajiri, je crois. Kawajiri, voilà. C'est clairement, on en est très loin. Non, c'était un combat qui valait vraiment le coup. Et ça fait plaisir pour Nordin Taleb, quoi. Là, avec ce chaos, déjà, il va rester dans la mémoire des gens, dans la tête des gens. L'UFC va avoir envie de le booker encore plus sur des événements où on se dit il va encore nous donner du spectacle et tout. Donc c'est bien pour lui, c'est bien pour sa carrière. Donc il nous reste quoi comme combat? Diego Sanchez contre Jim Miller. Deux vétérans, ouais. C'est pas deux vétérans, c'est simplement que Diego Sanchez, c'est le vainqueur du premier Ultimate Fighter de la saison 1. Donc il reste plus personne de sa saison à lui. Lui, il est encore là. Il a 34 ans. Il était à 27-8 avant le combat. Jim Miller, il était à 25 victoires, 7 défaites et 1 no contest. Les deux, ils le disaient, c'est à eux deux 45 combats à l'UFC. Et puis d'ailleurs, ils ont pas fait semblant, hein. C'est à l'image de leur parcours, enfin tu vois, Justement, ils ont pas cherché à gagner du temps, je sais pas quoi. Je t'avais dit qu'en regardant ce combat-là, j'ai pensé à un film. Ce combat-là, c'est Butch Cassidy The Sundance Kid. Mais dès le premier round, je me suis dit, en fait, c'est un western avec Paul Newman et Robert Redford. Et Robert Redford, où c'est des braqueurs de banque et ils terminent en Amérique du Sud à braquer la banque de trop, et ils ont toute l'armée mexicaine, je crois, sur le dos. Ils sont acculés. Et ça donne une des scènes les plus connues de l'histoire du cinéma, qui a été reprise dans plein de films où ils sortent en sachant les qu'ils deux, vont en sachant qu'ils vont spoiler mourir. alerte, attention là. C'est un film d'il y a 30-45 ans, donc spoiler oui, mais on a 45 ans de retard sur le spoiler. Vous avez 45 ans de retard si vous l'avez pas vu. Le film est très connu parce qu'ils vont sortir les deux de l'expression gun blazing, c'est en tirant en sachant qu'ils vont à l'abattoir. L'image se fige, on sait pas s'il meurt ou pas, enfin on se doute très bien. Diego Sanchez et Jim Miller dans ce combat, c'est ça. C'est pas de calcul. Et c'est parti. Mais c'est à l'image avec le cœur. De toute première seconde du combat. C'est Diego Sanchez qui court littéralement sur son adversaire. C'est pour ça que je te dis que moi, c'est dès le premier, la première minute du premier échange, je me suis dit, ok, ils sont en train de me faire une Butch Cassidy, Sundance Kid dans ce combat. C'est bien parce que là, c'est des mecs qui profitent de leur fin de carrière entre guillemets. Et au moins, ils y vont. Ils font ce qu'ils aiment, mais ils ont encore très peu de temps à le faire. Donc, et là, ils y vont et ils donnent tout ce qu'ils ont. Et d'ailleurs, le public la salle n'était pas encore tout à fait pleine, mais le public leur a rendu hommage. Il les a applaudis chaudement. C'était même plaisant de le voir depuis chez soi. Des gens qui font pas semblant, qui y sont allés. Alors, Diego Sanchez, il est un peu plus connu justement parce qu'il a remporté l'Ultimate Fighter la première saison. Mais même Jim Miller a tiré son épingle du jeu. C'était vraiment un beau combat et maintenant à voir ce que ça leur réserve. Mais c'était vraiment sympa de voir ça. Effectivement, l'image était belle. Et puis il y a eu beaucoup de respect à la fin aussi. Ouais. Ils ont ri, donc ça c'était cool. Deux vétérans, en général, c'est toujours comme ça. C'était bien. On va finir par le combat Erosa Ishihara. Ishihara qui a fait une sortie exceptionnelle à la fin du combat quand Joe Rogan l'interroge. Il y avait le traducteur et en fait au moment où il demande à prendre le micro, comme certains combattants peuvent faire pour passer un petit message, il a dit à tout le monde I love you my bitches. Donc moi j'avoue j'étais écroulé de rire. On avait dit avant le combat qu'on ne connaissait pas Ishihara. Il a dit quoi, Nate Diaz en prenant le micro, excuse-moi, il a dit un truc dans le même genre marrant, ouais. Qu'il a dit I'm not surprised motherfuckers. Ouais. C'était marrant aussi. Donc c'était la soirée des fuck et des motherfuckers, c'était très marrant, mais on l'avait dit avant le combat, on connaissait pas Ishihara. Moi j'avais dit que Erosa, j'avais pas dit c'est un grand, hein. Il a confirmé que ce sera pas un grand. J'ai dit il est très particulier. Et encore une fois, il nous a montré que c'est un featherweight. Il est extrêmement grand pour les featherweight. C'est particulier. Le japonais était extrêmement agressif, très technique. Il l'a contré avec un crochet du gauche sur le menton, quasiment exactement de la même manière que Conor McGregor face à José Aldo. Ouais. C'est presque le même mouvement qui va mettre le chaos. C'est ce que je me suis dit quand je vois ça. Donc voilà, c'était merci, bonne nuit Julian Erosa. Ouais, c'est absolument ça. Ouais. Erosa, on le connaissait un peu plus à cause de Tough. Mais qui s'était battu avec et c'est pour ça que je disais aux gens de regarder le combat, c'est qu'il a un caractère particulier. Il s'était battu avec ses coéquipiers dans la maison. Parce qu'un soir, il s'était mis une cuite.
Et- Bel donc, personnage. Et ouais, on peut pas dire grand chose de plus sur ce combat. C'est ça, le japonais a mérité sa victoire. Et puis voilà, là, on va passer à un truc qui est super intéressant. Juste avant, on va donner la note quand même pour la carte. Ah oui, pardon, ouais, vas-y. Je te laisse donner ta note. Sur l'ensemble de la carte, je donne un 7,5. Mais si je devais noter que le main event, je serais pas loin de 8,5. Sur 10, on en parle. 9. À l'ensemble de la carte Moi, 9. 9 parce que quand t'as le combat de ceux qu'on a commenté, Ishihara, Diego Sanchez qui envoie tout, Nordin Taleb, magnifique KO. J'avoue, le Brandon Thatch, Corey Anderson et Gian Villante, tu t'endors un peu, mais ne serait-ce que d'avoir ce qui s'est passé entre Nate qui prend la victoire et Misha qui prend la... Enfin, on repense à ce qu'on avait dit les dernières fois, pour moi c'est 9. Qui aurait dit avant? Et toi et moi, il suffit juste de regarder nos pronostics. Hein. On a donné Connor dur comme... Même si on respectait... On a dit Connor, on a dit Oli. On respectait les Misha et on respectait... même toi, à la fin, tu disais que t'hésitais un peu avec Misha après avoir parlé avec Luc Thomas dans l'interview. Mais on a fini par choisir Oli. Ouais. On a fini par choisir Oli et tous les deux, on était après sûr et certain, malgré les qualités de Nate, que Connor allait gagner. Ouais. Connor. Donc, ne serait-ce que pour ce retournement de situation-là et cette surprise, moi, c'est 9. 9, non, c'est pas exagéré, hein, parce que je te disais que si je devais juste juger le main event, j'aurais sans doute donné 8,5, 9. Mais après, sur l'ensemble de la carte, pour pas être trop généreux et après me dire que s'il y a un jour un événement encore plus fou que celui-là et qu'il me reste plus de marge pour mettre 10, à moins de mettre 10 sur 10, je vais mettre un 7,5, 8 à maximum, quoi. En gros, c'est ça.